Mittal, Arcelor. Mais cette peur est-elle vraiment justifiée? Ne s'agit-il pas au contraire d'une chance ou en tout cas d'une réalité qu'il ne sert à rien de fuir? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Mondialisation, pourquoi les Français en ont-ils peur? C'est le thème de ce 82e numéro de Complément d'enquête. 80% du commerce mondial passe par ces conteneurs. Comment s'organise leur transport? Pourquoi est-il si peu cher? Complément d'enquête sur ces routes maritimes. De Marseille à Hong Kong, le plus grand port du monde, nous avons voyagé à bord de ces cargos d'une compagnie française. Transport bon marché et main-d'œuvre 10 fois moins cher. Enquête sur ces Français qui se sont installés en Chine pour sauver leur entreprise. Quels bénéfices pour les ouvriers chinois, mais aussi pour l'emploi en France, celui des salariés hautement qualifiés. Lakshmi Mittal, lui, s'invite en Europe. Doit-on avoir peur de cet industriel indien qui veut racheter Arcelor? Qui est-il? Comment a-t-il fait fortune? Londres, le Luxembourg, Madrid, enquête sur cette OPA inédite et sur cette bataille acharnée pour séduire les actionnaires. Reportage enfin sur cette génération mondialisation. Des milliers de jeunes Français qui partent travailler à Dublin. Pourquoi cette capitale est-elle aussi attirante? Qu'offre-t-elle à ces candidats qui parlent 2 ou 3 langues ou sont prêts à monter leur entreprise? La crise là-bas connaît pas. Alors pour évoquer la place de la France dans le monde, eh bien nous avons choisi le monument qui symbolise le plus la place de la France dans le monde. C'est bien sûr la Tour Eiffel. C'est le monument le plus visité au monde. 6 millions de visiteurs par an, 20 à 30 000 chaque jour au plus fort de la saison. Nous y monterons tout à l'heure et nous recevrons ici eh bien, des pros et des anti-mondialisations, la ministre du Commerce, un spécialiste des questions, Hervé Juvin, Christophe Aguiton qui est membre d'Attaque et puis un député, Bernard Carayon, qui lui est un défenseur du patriotisme économique. Mais commençons par un reportage sur le phénomène qui a tout bouleversé en rendant le transport quasiment gratuit. Ce sont bien sûr ces porte-containers gigantesques qui sillonnent les mers. Reportage au long cours donc de Guillaume Porteux et de Jean-François Monnier. Ils les ont suivis, ils sont montés à bord et vous allez voir, c'est stupéfiant. Un samedi ordinaire dans la baie d'Hong Kong. Le port de Kwai Chung, le plus grand de la planète, tourne à plein régime. Sur des kilomètres de quais, dans des milliers de conteneurs, la production de la semaine des usines chinoises. Elle attend d'être chargée sur des bateaux venus du monde entier. Parmi eux, le Tosca, un navire français, l'un des plus grands porte-conteneurs sur le marché. 334 mètres de long, plus que le porte-avions Charles de Gaulle. Et même à bord de la passerelle, difficile de faire la différence entre le quai et le bateau. Votre attention s'il vous plaît, dans un quart d'heure au poste de manœuvre. Ce soir, le Tosca doit appareiller. Sur le pont, le commandant Foubert, 33 ans de marine marchande derrière lui, prépare le départ. 20h00, paraît manœuvrer. Vous voyez, ça traîne pas après Le dernier conteneur à peine il y a quelques secondes et vous êtes déjà... C'est toujours comme ça. Hein. Le dernier conteneur est à peine arrivé, qu'on met au poste, on relève la coupée, le pilote arrive dans peu de temps et on va partir. À Hong Kong, le Tosca a presque fait le plein. 7000 containers, toutes sortes de marchandises, de la hi-fi, du mobilier, des vêtements. Aujourd'hui, 80% du commerce mondial passe par la mer. Ça passe à 60 mètres pour l'instant. Bon, vous me tenez au courant des distances. Le trafic en conteneurs n'a jamais été aussi important. Pourquoi ce mode de transport est-il le plus prisé et le moins cher du marché? Comment ces porte-conteneurs géants sont-ils devenus l'un des symboles de la mondialisation? Dans 19 jours, le Tosca doit être au Havre. Il n'a donc pas une minute à perdre. Je stoppe le port. À chaque escale, le commandant reçoit l'aide d'un pilote local pour sortir du port. Dans la baie d'Hong Kong, le trafic est incessant. Pour un bateau comme le Tosca, la manœuvre est délicate. C'est vraiment un boulot très exigeant, vous savez, pour le pilote. Parce que le trafic, vous voyez là en face comment les bateaux sont près les uns des autres. C'est vraiment très éprouvant. Mais j'aime ça, c'est très excitant.
Cette nuit, au milieu de ces embouteillages de bateaux, le Tosca doit faire plusieurs heures de mer pour rejoindre sa prochaine étape. Un trajet décidé à 10 000 km d'ici. À Marseille, quai d'Arinque, bien loin de l'agitation du port de Hong Kong. C'est là qu'est installé le propriétaire du Tosca, la CMA-CGM, premier armateur français, 3e mondial. Une compagnie fondée par cet homme, Jacques Saadé. Parti de rien il y a 28 ans, il a créé depuis un empire présent sur toutes les mers du globe. Il possède aujourd'hui 250 bateaux et réalise un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Dans ce groupe, Nicolas Sartini joue un rôle stratégique. Il est le responsable du trafic Asie-Europe. C'est lui qui dirige tous les bateaux qui font le même voyage que le Tosca, entre la Chine et la France. C'est un voyage à peu près de 22 000 milles, ce qui fait à peu près 40 000 km. C'est presque l'équivalent d'un tour de la Terre, et on le fait en 56 jours. Hong Kong, le port de Yantian situé juste derrière Hong Kong, ensuite Port Kelang en Malaisie, ensuite la traversée de l'océan Indien, le passage du canal de Suez, l'arrivée sur Malte, situé vraiment au milieu de la Méditerranée, et ensuite on arrive sur le nord de l'Europe avec Le Havre comme premier port de toucher, ensuite Rotterdam, Hambourg, et ensuite de Hambourg le navire repart sur la Chine. Et vos clients, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous s'ils ont besoin de charger quelque chose à Hong Kong pour l'emmener à Malte ou pour l'emmener au Havre. Ils savent que Hong Kong, effectivement, c'est un départ le samedi, et 19 jours après, le jeudi, ils se retrouveront au Havre. Donc ils peuvent comme ça planifier la livraison de leurs marchandises dans les entrepôts ou directement dans les magasins. Planifier, la clé du succès des armateurs aujourd'hui. Dans le service de M. Sartini, certains ont donc un rôle prépondérant. Les ship-planeurs, comme Paul Basset. Son métier, trouver comment remplir les navires de la façon la plus efficace et la moins coûteuse. Sur cet écran, voici la coupe du Tosca. Chaque cube correspond à un conteneur. Donc on essaie de répartir, mettre les boîtes à bord dans l'ordre où elles vont être déchargées. On est en contact avec les terminaux, avec les agents, on suit les opérations commerciales chaque fois qu'un navire arrive, touche un port. Finalement, vous téléguidez quelque part virtuellement Des instructions aux terminaux pour charger le bateau de telle ou telle façon. En temps réel, ces plans de chargement sont envoyés aux navires, où qu'ils soient sur la planète. À l'autre bout du monde, justement, le Tosca s'apprête à toucher terre. Le pavillon de collision a été descendu et on passe l'arrière du OOCL. Ok, vous me direz quand on parlera la porte. Oui, reçu derrière. Il est 3 h du matin, et après une partie de la nuit en mer, depuis Hong Kong, le commandant Foubert arrive en vue du terminal chinois de Yantian. Il y a 2 ans, il n'y avait même pas de quai ici. Bientôt, ce port rivalisera avec celui de Hong Kong. Et ici aussi, on travaille, jour et nuit. Yantian, c'est un port qui a considérablement évolué ces 2 dernières années. J'ai connu l'époque où il n'y avait presque pas de portique, et là maintenant vous avez une quarantaine de portiques sur 3 km de quai, donc c'est devenu énorme ce port. Une quarantaine de portiques, ces énormes grues de chargement, c'est 7 fois plus qu'au Havre, le premier port français. Une fois à quai, 7 étages en dessous de la passerelle, le second du bord, Jean-Baptiste François, a une mission. Il doit contrôler le plan de chargement du navire, envoyé par Paul Basset et les bureaux de Marseille, sur cette disquette. Moi, je vérifie que la façon dont elles sont chargées ne présentera aucun danger sur la navigation, que ce soit pour le navire lui-même ou pour la visibilité, etc. Donc, dès que vous arrivez en escale, sur le pont, sur le quai, tout le monde peut commencer à travailler, quoi. Oui, absolument. Mais de toute façon, même si
Même si je ne regardais pas, il commencera à travailler. Inventé dans les années 60 et développé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, le conteneur passe directement du camion au bateau ou au train. Il peut tout transporter et en grande quantité, jusqu'à 20 tonnes dans une seule boîte. Et tout ça pour un prix ultra compétitif. Retour à Hong Kong. Chaque trimestre, le directeur de la ligne Asie-Europe, Nicolas Sartini, est en tournée d'inspection en Chine. Lorsqu'il vient ici, il veut se rendre compte par lui-même des transformations incessantes du port. C'est incroyable cette activité. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, c'est étonnant. L'an passé, 22 millions de conteneurs ont transité par ici. 9000 cargos ont accosté le long de ces quais. Des cargos toujours plus gros. Car le secteur a une logique simple. Plus il y a de conteneurs à bord, plus le prix du transport diminue. Pour l'Europe, c'est 1000 à 1500 euros par boîte. Du coup, l'impact sur le prix de la marchandise reste faible. L'ordre de grandeur, c'est entre 2 et 10% de la valeur de la marchandise. Donc ça veut dire que pour un téléviseur, on parle de 2 ou 3 euros entre Hong Kong et Le Havre. 2 ou 3 euros pour faire Hong Kong-Le Havre, c'est tout. 2 ou 3 euros pour faire Hong Kong-Le Havre par téléviseur. Et bien sûr, ensuite, si on parle de chaussures ou autres, le prix était de quelques centimes d'euros par paire. Dans ces boîtes, les industriels peuvent transporter 15 000 paires de chaussures ou 350 téléviseurs à écran plat. Aujourd'hui, leur demande ne cesse de croître. Dans un hôtel du centre de Hong Kong, Nicolas Sartini a justement une réunion importante aujourd'hui à ce sujet. Il a convoqué tous ses représentants en Asie. Au programme, le lancement d'une nouvelle ligne. Une ligne express entre la Chine et l'Europe. Alors ça, c'est le nouveau produit que nous allons lancer en août 2006. Nous aurons donc des capacités supplémentaires avec 2 départs par semaine. Depuis Shanghai, Ningbo, Yantian et Hong Kong, le marché qui explose. Et nous aurons aussi plus de capacités en Asie du Sud-Est, où nous avons besoin de plus de services et de meilleurs temps de transit. Nicolas Sartini prévoit ainsi une augmentation de 15% du trafic chaque année dans cette région du monde. Retour à bord du Tosca, cette fois le bateau Qitian-Tian. Fini le cabotage et la frénésie des ports chinois. Il met le cap vers le large. Donc on va descendre vers le sud-sud-ouest, en passant le long de la côte du Vietnam, le détroit de Singapour, pour rentrer dans le détroit de Malacca, et faire notre prochaine escale à Port Kelang, qui est un port situé à la sortie du détroit de Singapour. Une prochaine escale qui se trouve à 3 jours de mer. À bord, l'équipage a un premier travail. À la manœuvre, le Bosco, Gérard Mignoux. 30 ans de mer, 4 tours du monde au compteur. Le Bosco est un peu le contremaître des marins. Le bateau est désormais en pleine mer. Le Bosco doit contrôler que les conteneurs sont bien arrimés les uns aux autres en cas de mauvais temps. Là, je vérifie le saisissage, donc c'est-à-dire que les barres soient bien ready. Parce qu'en Chine, les petits Chinois n'ont pas beaucoup de force. Donc il y a du ballon dedans. C'est normal, il faut qu'elles soient bien raides. Donc ce qui empêche, si le bateau a un roulis, que les barres prennent du mou, et s'il peut arriver, les conteneurs partent à l'eau. À bord, personne ne sait ce que le bateau transporte. Histoire d'éviter les tentations, pour l'équipage, la cargaison, ce ne sont que des boîtes d'acier. Seuls certains conteneurs sont reconnaissables. C'est des réfrigérés?
Ce sont des reefers, ouais. Ce sont des conteneurs réfrigérés qui sont autonomes. Ça va jusqu'à moins 20 degrés. Ah, ça peut aller de la pomme de terre à la banane, des fruits, des fruits de mer, un truc comme ça. En plus de ces produits frais, il y a aussi les matières toxiques que l'on peut facilement repérer à bord. Elles sont contenues dans ces citernes, stockées surtout à l'avant du bateau. Quand il est plein comme aujourd'hui, le Tosca embarque presque 90 000 tonnes de marchandises, attendues au jour près en Europe. Face à cette demande pressante, pas question de perdre du temps en mer. Pour avancer, le bateau a donc été doté d'un moteur hors norme lui aussi. Le plus puissant du monde, 93 000 chevaux. De quoi pousser le navire à 26 nœuds en pointe, presque 47 km/h. À ce rythme-là, le Tosca parcourt en moyenne 1000 km par jour. Modernité oblige, l'équipage est réduit à son strict minimum. À bord de ce géant, il n'y a que 27 marins. Demain, ça ira mieux, on aura des fruits et des légumes. Tout frais. Le seul moment pour les voir tous ensemble, c'est à table, le soir, au réfectoire. Sur le Tosca, la plupart de ces marins sont roumains, originaires des bords de la mer Noire. Les officiers, eux, sont tous français, et plutôt jeunes. À table, seul le commandant a connu l'époque où les bateaux étaient beaucoup moins grands. Notre premier porte-conteneur à messagerie, c'était le Corrigan qui faisait 1500 conteneurs. C'était déjà un bateau énorme pour l'époque. Maintenant, vous voyez qu'on est arrivé à 8500 conteneurs sur les bateaux de cette taille-ci, qui sont d'ailleurs pas tellement plus longs en taille, mais bon, en capacité, ça a évolué d'une façon extraordinaire. Donc je crois que je fais effectivement partie d'une génération qui aura vu un bouleversement complet des conditions de navigation, des conditions de transport, enfin de commerce. Pourtant, d'ici peu, le Tosca lui aussi pourrait être surpassé. Des bateaux plus longs de 50 mètres, capables de transporter 12 000 conteneurs, sont déjà à l'étude. Au bout de 3 jours et 2 nuits de navigation, le Tosca passe le détroit de Malacca. Il arrive en Malaisie. Comme Yantian en Chine, Port Kelang est un tout nouveau terminal qui profite de la mondialisation. Une mondialisation dont le commandant s'amuse d'être devenu l'un des rouages. Est-ce que quand vous êtes à la maison et que vous allez dans un supermarché, vous dites ça, cette chemise ou cette télévision, je l'ai peut-être ramenée? Oui, bien sûr. D'ailleurs, bien souvent, on est, peut-être plus que tout le monde, attiré par la fameuse marque Made in China. Vous regardez? Oui, bien sûr. Et là, vous dites que c'est peut-être vous qui l'avez amené alors? C'est probable, oui. Exactement. Dans 16 jours, une fois arrivé, le commandant Foubert ira se reposer pour 2 mois, à Grenoble, loin de la mer. Le Tosca, lui, repartira presque vide du Havre pour la Chine. Aujourd'hui, la compagnie possède sur cette ligne 7 autres bateaux géants pour assurer le trafic entre l'Asie et l'Europe. Voilà pour cette enquête impressionnante de Guillaume Porteux et de Jean-François Monnier. Et nous sommes ici au cœur de la Tour Eiffel avec vous, Christophe Aguiton. La Tour Eiffel, c'est un peu la Tour de Babel. Hein. Je dis, c'est le monument le plus visité au monde. Et puis on y trouve toutes les nationalités mondiales. Ce reportage, vous êtes membre d'Attaque, hein. Vous êtes du comité scientifique, vous êtes membre de la LCR, vous êtes fondateur de Sud aussi, et l'un de ces porte-parole de la mondialisation. Vous avez d'ailleurs participé à cet ouvrage, La planète altermondialiste, où on trouve un petit peu tous les grands auteurs de l'altermondialisme. Voilà. C'est une présentation de tous ceux qu'on retrouve dans les forums sociaux, de ces penseurs qui sont divers, hein, parce que tous ne disent pas la même chose, bien évidemment, mais qui participent de ces débats et qui permettent de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Ce reportage-là, c'est impressionnant, ces containers, de se dire que les chemises qu'on porte, que les vestes, etc.,
elles viennent sans doute de Chine d'ailleurs. C'est pire que ça. À la limite, que des choses viennent de Chine, les Chinois font des choses très bien, et si on veut manger des ananas, il faut bien qu'ils viennent d'Afrique. Ce qui est absolument absurde dans ce système, c'est que la veste que vous portez ou celle que je porte moi, un petit bout sera fait là, ensuite on refait le tour du monde, et chaque produit fait comme ça 2-3 fois le tour du monde dans des entreprises qui sont configurées avec des centres de production épars de partout. Le coût environnemental est incroyable, parce que évidemment, même si aujourd'hui le prix du transport a baissé, il faut quand même dépenser du pétrole, tout ça, ça ne roule pas ou ça ne passe pas dans les mers sans rien. Le coût social est tout aussi terrible, parce que les travailleurs sont mis en concurrence, et c'est ça le fond de l'affaire, et c'est pourquoi nous nous battons contre ce qu'on appelle la mondialisation libérale. Ouais. Mais en même temps, c'est le problème, c'est le modèle qui existe, et on ne voit pas très bien ce que pourrait être un autre modèle. Ah ben il y a moyen de faire autrement. Prenez par exemple un ensemble comme l'Europe, qui préfigure un peu ce que sont des échanges libres, parce que l'Europe, par définition, c'était l'idée de retirer les obstacles aux circulations de biens agricoles, industriels et peut-être de services. Il y a eu des délocalisations intra-européennes, etc. On dit que ça fait des dégâts aussi. On a eu beaucoup de discussions. Souvenons-nous du plombier polonais qui fait peur à tout le monde. Mais quand l'Europe s'est construite dans les années 60, il y avait un gros problème agricole. À l'époque, l'Europe avait du mal à produire. On n'était pas des grands exportateurs comme on l'est aujourd'hui, et la pauvreté dans le monde agricole était très forte. Et le choc de l'ouverture des frontières aurait pu appauvrir encore plus les paysans. Ce qu'on a créé, c'est la politique agricole commune, qui aujourd'hui pose problème, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais qui a permis d'amortir le choc. La politique agricole commune, c'était 50% du budget de l'Union européenne, maintenant c'est encore près de 40%, mais ça a permis aux paysans de sortir de la misère, de produire, et ça a été des amortisseurs sociaux qui ont permis que les choses se fassent. Prenez la directive sur les services que l'Europe a cherché à faire adopter récemment. Vous voulez quoi? Vous voulez un système de subvention globale à l'échelle de la planète pour compenser ces inégalités-là? C'est ça, vous dites que les échanges soient protégés par des garanties sociales et environnementales. Dans la directive sur les services, pour en rester à l'Europe, là l'idée c'est le pays d'origine, donc celui qui paye le moins, qui peut imposer ses normes. Alors heureusement on s'est mobilisé et on a limité la casse, le Parlement européen a fait voter une loi qui amortit un peu ces choses-là, mais aujourd'hui on s'aperçoit que l'Europe et le monde fonctionnent sur un modèle de mise en concurrence généralisée et pas sur un modèle où on essaye de prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque pays pour essayer de faire remonter le tout. Et justement les tenants du libéralisme disent que c'est le marché qui fait ça, qui compense naturellement, et qu'on voit par exemple en Inde des ouvriers qui maintenant sont devenus cadres, qui ont des exigences sociales, des exigences salariales, etc. Et on voit petit à petit les plateaux de la balance se compenser, s'égaliser. Ça n'est pas tout à fait vrai. C'est quand même une machine à construire des inégalités, la mondialisation. On s'aperçoit quand on prend les 20 dernières années que les riches sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus plus pauvres. Alors c'est vrai entre pays, il y a des pays qui s'en sortent bien, y compris les pays qui auparavant étaient pauvres. Vous citez la Chine, l'Inde, ça va de soi. Regardez l'Afrique, c'est pas la même chanson. Et même en Asie, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Et au sein même des pays qui se développent, on s'aperçoit que les inégalités se creusent aussi. Il y a eu une étude qui est sortie très récemment sur l'Europe. Le pays qui a été le grand gagnant en Europe, c'est l'Irlande. Ils sont passés de ça et maintenant on a un reportage sur l'Irlande tout à l'heure. Et l'Irlande est le pays où les inégalités ont cru le plus vite. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils s'enrichissaient, collectivement, on s'aperçoit que ce n'est pas un enrichissement global où les pauvres s'en tirent mieux, mais c'est les plus riches qui sont plus riches et les pauvres, ils restent en bas. Vous dites ça, mais en même temps, on se dit, tiens, où sont les grands rassemblements antimondialistes ou altermondialistes? On se souvient de ces rassemblements-là qui s'accompagnaient quelquefois de violence. Bon, il y en a eu à Athènes, là, il y a quelques jours. Il y a eu un forum social européen. On n'a pas tellement parlé, on l'a pas tellement vu. Vous n'êtes pas en perte de vitesse? Non. Vos idées sont pas en train de... Il y a eu un changement. Il y a maintenant 6 ans, quand Seattle a un peu changé la donne, il y a eu des grands rendez-vous internationaux. Mais en fait, il n'y avait pas tant de monde que ça dans ces rendez-vous. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est des millions de gens qui sont dans la rue. Le CPE, d'une certaine façon, c'est une forme de flexibilisation que le gouvernement cherchait à imposer pour adapter le marché du travail français aux normes internationales et européennes. Bon, il y a eu 3 millions de personnes dans la rue. Alors, merci beaucoup. Je parlais de la Chine justement tout à l'heure, et je parlais de ces ouvriers chinois qui peuvent être intéressés quand même à la mondialisation parce que ça peut être l'occasion d'avoir des salaires qui montent, et aussi de ces entreprises qui peuvent être sauvées par la mondialisation. Et là, dans le reportage qui va suivre, on a choisi une entreprise française, elle s'appelle Uniros, et grâce justement à la Chine, elle est en train de vivre un deuxième souffle. C'est une entreprise qui a failli fermer, et grâce à justement la mondialisation, grâce aux emplois et à l'usine qu'elle a créée en Chine, eh bien elle a sauvé et elle a pu embaucher en France. Et évidemment, elle a embauché en Chine. Et après, on reçoit la ministre Christine Lagarde. C'est un reportage de Claude Hardid et de Édouard Perrin. Hong Kong, 8 millions d'habitants. Le paradis de l'économie de marché. Ce petit territoire est devenu la vitrine capitaliste de la Chine communiste. Ce qui se produit en Chine se vend ici. C'est exactement ce que fait Boris Duhamel. Il a 36 ans, il est originaire du Périgord et vit à Hong Kong depuis 9 ans.
Il dirige ici la filiale d'une société française en pleine expansion. Ses bureaux sont implantés à Central, le quartier des affaires. On est au centre de Hong Kong, au centre des affaires. C'est un quartier qui est extrêmement facile d'accès. Au 17e étage de cette tour, Uniros, son entreprise spécialisée dans la vente de batteries rechargeables. Elle l'a recruté en 2002. Boris travaillait déjà en Chine depuis 5 ans, à lui de constituer son équipe. Morning. Ici, on parle toutes les langues. Josan. Sa bonne connaissance du pays et ses études commerciales lui valent aujourd'hui d'être patron pour toute la zone Asie-Pacifique. L'essor a été immédiat. Donc on avait un bureau, on a commencé avec 2 personnes. Au bout d'un an, on avait 5 personnes dans le bureau. On avait besoin d'espace et on a déménagé ici il y a 2 ans quasiment. Aujourd'hui, ils sont 15, moyenne d'âge 23 ans. Aucune difficulté à attirer ici des jeunes, notamment des ingénieurs français, qui se sentent plus valorisés. On va très vite, on apprend beaucoup plus vite, et on a des responsabilités que jamais on aura en France à un niveau égal d'études ou même à mon âge par exemple, ce sera impossible. J'aurai sûrement du travail en France, mais un travail aussi intéressant avec autant de responsabilités, je pense. C'est le meilleur compromis peut-être d'être ingénieur en Asie, parce qu'on peut apporter la qualité d'une entreprise occidentale et avec la production en Asie qui permet des coûts plus faibles. Si Boris a embauché 15 personnes ici, il a fait beaucoup mieux ailleurs. Pour produire ces piles, la société française s'est installée non loin de Hong Kong. À 1 heure de ferry seulement. Deux fois par mois, Boris fait le voyage pour inspecter la production. Uniros a choisi de construire une usine en Chine populaire, à Chaolan. Et trop contente, les autorités locales lui ont facilité le travail. On est tombé sur une municipalité extrêmement accueillante qui a décidé d'attirer les investisseurs étrangers et qui fait tout pour faciliter l'implantation, notamment sur la partie administrative, qui peut être parfois déroutante pour un occidental, parce qu'on doit traiter avec différents bureaux, les douanes, les taxes, le bureau du commerce, le bureau du travail. En Chine, Boris Duhamel est donc un peu chez lui. Il est toujours très attendu. Et Uniros n'est pas la seule entreprise à avoir fait le voyage. En 4 ans, Chaolan, 300 000 habitants, quasiment un village en Chine, a vu s'installer pas moins de 200 entreprises étrangères. Je me souviens de la route, il y a des endroits, c'était des rizières ou des fermes à canards, et aujourd'hui c'est des usines, quoi. Et systématiquement le paysage change de mois en mois, quoi. On voit le changement de physionomie de l'environnement. Vous voyez par exemple, ça fait 3 semaines que je suis pas venu, c'était un champ ici, hein. Ce bâtiment n'existait pas. En fait la Chine est devenue capitaliste. Comme disait Deng Xiaoping, peu importe la couleur du chat à partir du moment où il attrape la souris. Hein. Pragmatisme chinois, méthode occidentale. Pour attirer les entreprises, le gouvernement leur accorde des réductions d'impôts pendant 5 ans. On est arrivé là, ça y est, on est arrivé là. Boris est plutôt fier de son usine. L'accueil en impose. Ça brille de partout et surtout, elle n'a pas coûté cher, 600 000 €. Le tout bâti en moins de 4 mois. Ah, il rentre. Depuis, l'usine tourne à plein régime. Donc ça c'est la ligne... Mais si c'est Boris qui l'a implantée, c'est un Chinois qui la dirige. La ligne peut-être. On le met ensemble avec un tac. Tiang Wang est originaire de Pékin.
Et il a fait toutes ses études en France. Dans cette usine, tout doit se faire à la main. Du travail de précision, rien n'est robotisé. D'où l'intérêt pour Uniros de venir chercher son personnel en Chine, là où il est moins cher qu'ailleurs. Salaire moyen chinois, 65 € par mois, très loin du SMIC français. Ici, Uniros paye plus cher ses ouvriers, 100 € par mois. Parmi eux, Chang, 21 ans. Il vient du Sichuan, à 3000 km d'ici, et il n'avait pas de boulot. Je gagne entre 900 et 1000 yuan par mois. Ouais, c'est plutôt un bon salaire pour un ouvrier. Pour gagner plus, il faut devenir technicien ou cadre dans l'entreprise. Alors là, oui, on peut exiger davantage. C'est le cas de Wang, 25 ans. Au garde à vous devant ses patrons, il est fier d'être chef d'équipe dans une entreprise française. Pour moi, c'est un double avantage. Non seulement je suis bien payé, mais en plus, j'apprends le management à l'occidental. Les chefs d'équipe gagnent 150 € par mois. Du coup, les Chinois se battent pour travailler pour les Français qui, contrairement aux entrepreneurs chinois, payent les heures supplémentaires. On garantit un certain nombre d'heures supplémentaires afin de leur permettre de dépasser le salaire minimum. Et ils sont bien entendu nourris et logés. Ils travaillent combien d'heures par semaine? Là aussi, c'est fixé par le code du travail. Ils travaillent normalement 40 heures par semaine, mais dans le saison haute, bien sûr, on a des heures sup. Mais les heures supplémentaires ne suffisent pas pour répondre aux commandes. Rencontre impromptue avec le dernier arrivé dans l'entreprise. Nice to meet you. Boris et Kiang recrutent tous les jours. C'est une nouvelle recrue, Ouais, il a commencé hier. Il vient d'où? Il vient de Canton, d'une usine qui fabriquait des batteries pour téléphones portables. Good luck. C'est Schelling. En 2 ans, Uniros a ainsi engagé plus de 200 personnes à Shaolan. Mais la société a aussi embauché ailleurs qu'en Chine, beaucoup plus près de chez nous. À 40 km de Paris, le siège de l'entreprise. Christophe Gertner, 42 ans, dirige Uniros depuis 2001. Ici, ni petites mains, ni chaîne de montage, rien que de la matière grise, des emplois à forte valeur ajoutée. Vous avez ici l'équipe quasiment au complet, avec Mani, David, Michael qui est le chef du service, Mercedes et Bruno. Dans cette salle, des ingénieurs, tous recrutés récemment. Ils ont moins de 30 ans, ils sont diplômés des plus grandes écoles, ils viennent du monde entier. Des physiciens, des électroniciens ou des électrochimistes. On a un peu ce fonctionnement de start-up, donc on propose un projet innovant à souvent des personnes jeunes qui ont envie d'avoir un projet nouveau, qui ont envie de bâtir. En 5 ans, Uniros a créé 90 emplois en France. Des ingénieurs qui conçoivent des nouvelles piles que l'on intègre à des produits haute technologie. Comme ce robot aspirateur, un produit de luxe, en quelque sorte le symbole de la mondialisation. Vendues aux États-Unis et en Europe, ces batteries sont conçues par Uniros en France, mais fabriquées en Chine. Le coût de production de ce produit-là est de moins de 20 $, c'est ça, à peu près? Fabriqué en Chine. Fabriqué en Chine, oui. Et si c'était fabriqué en France, ici à Logne? Pas à Logne forcément, mais s'il était fabriqué en France, il serait probablement entre 30 à 40 $. Certainement. Donc ça signifierait que ce produit-là, cette batterie-là, ne serait pas compétitive sur le marché? Totalement non compétitif, invendable. Invendable. Aujourd'hui, Uniros est devenu leader dans son secteur. En 2001, la société était pourtant au bord de la faillite.
À l'époque, Christophe Gertner la rachète avec quelques cadres. L'entreprise n'avait pas de site de production. Lui décide de construire une usine et de fabriquer directement en Chine. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher de détruire des emplois en France? À ce jour, on n'a détruit aucun emploi. À ce jour, nous n'avons fait que de recruter. Nous avons recruté, on est parti de 5 personnes, on est à peu près 90 personnes ici, plus un certain nombre d'autres emplois induits dans les services dans les alentours. Non, on construit. Certes, on crée également des emplois à l'étranger. Est-ce qu'on peut nous reprocher de créer des emplois à l'étranger? Nos concurrents ne sont pas français. Nos concurrents sont américains, sont japonais, sont chinois. Donc on ne fait que concurrencer ces gens-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous dire qu'est-ce que vous fabriquez en Chine, vous pourriez aujourd'hui le fabriquer en France? Non, on ne pourrait pas. Aujourd'hui, si un consommateur français est prêt à payer le double du prix qu'il paye aujourd'hui dans un magasin, dans un linéaire, ok, on pourra le faire. Mais si notre produit coûte le double et tous les produits de nos concurrents valent la moitié du prix, nous ne vendrons rien. Nous, on aura disparu et on n'aura rendu aucun service à qui que ce soit en France. Regroupés autour de leur PDG, les cadres qui ont racheté l'entreprise. En 2001, aidés par les banques, ils ont investi ensemble 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, la société vaut combien? Un peu plus. C'est secret, on ne peut pas imaginer 6 ans après combien... La valorisation de la société est probablement à peu près 30 fois supérieure. 30 à 40 fois supérieure. C'était un bon investissement. Ça a été pour nous tous, et pour les investisseurs qui ont travaillé avec nous, et pour les banquiers qui nous ont suivis, un très bon investissement. Oui. Ces énormes profits bénéficient-ils aux Chinois? Cette croissance leur est-elle favorable? Retour à Chaolan. Fin de la journée à l'usine. Pour Chang, notre jeune ouvrier chinois, comme pour les autres, c'est l'heure de rentrer à la maison. Ou plutôt, le quartier des ouvriers, à quelques minutes de l'usine. Une suite d'immeubles construits par la ville est mis à la disposition des entreprises étrangères pour loger leurs salariés. Visite toujours en compagnie des dirigeants d'Uniros. L'entreprise loue ici de grands dortoirs pour ses employés. 6 personnes par chambre, au confort pour le moins sommaire. Mais les jeunes ouvriers comme Chang s'en contentent. Ils sont même ravis de ne pas payer de loyer. Ça fait 1 an que je vis ici. Je n'avais pas d'autre choix car mes parents sont paysans et dans ma région, il n'y avait pas de boulot. Ici, je gagne correctement ma vie. Et puis j'ai des avantages que les ouvriers qui bossent dans les sociétés chinoises n'ont toujours pas. Moi, je viens de la province de Wuhan, où sont installées beaucoup de sociétés étrangères. Après avoir fait des économies, j'espère retourner chez moi dans quelques années pour mieux gagner ma vie et peut-être monter ma propre entreprise. Un étage plus bas, les filles sont mieux loties. Elles ne sont que 3 par dortoir. Allô, ni hao. Les 2 ouvrières ne se plaignent pas, mais elles n'ont qu'une idée en tête, rentrer chez elles à 2000 km, là où leurs parents tiennent des petits commerces. Quand j'aurai plus d'argent, j'essaierai de monter un petit commerce. On ne peut pas rester ouvrière toute sa vie. Comme Chang et les autres, à Chaolan, près de 20 000 jeunes travaillent loin de chez eux pour des entreprises étrangères. Des immigrés de l'intérieur qui, malgré tout, profitent à leur échelle des fruits de la mondialisation. Voilà pour cette enquête de Claude Ardide et de Édouard Perrin. Et nous sommes ici avec vous, Christine Lagarde, au pied
de cette grande dame de la Tour Eiffel qu'on a choisie comme symbole de la place de la France hein, dans la mondialisation. Vous êtes ministre délégué au commerce extérieur, ça doit vous faire vraiment plaisir un reportage comme celui-là. Oui, ça me fait très plaisir parce que ça constate les effets extrêmement bénéfiques de la mondialisation et en même temps ça dénote la complexité du sujet. Parce qu'on s'aperçoit qu'une entreprise qui crée des emplois en Chine va par ricochet créer aussi des emplois en France. Et on s'aperçoit en fait que c'est pas incompatible. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et la mondialisation est un exemple parfait de cette espèce de complexité. Mais je suis très contente que vous montriez un sujet où c'est bénéfique et profitable. Oui, c'est pas tous les jours. Mais quand même. Alors on va y revenir parce que les Français sont pas convaincus en général. Ils voient dans la mondialisation souvent autre chose. Hein, les délocalisations, les chômages, les suppressions d'emplois, etc. Mais je vais donner quelques chiffres et je profite de ce que vous soyez là et puis vous me direz si je me trompe, notamment sur le commerce extérieur. À propos des exportations, eh bien elles ont grimpé en 2005 de 4,1%, mais les importations ont grimpé encore plus de 9,2% et ça continue, notamment à cause du pétrole. Et le déficit, là, depuis les 12 derniers mois de l'année, je crois qu'il est aux alentours de 22 milliards d'euros depuis 12 mois. Et puis un autre chiffre sur l'attractivité française. On cherche toujours à savoir si les entreprises étrangères sont heureuses, entre guillemets, de venir chez nous et si elles investissent chez nous. Eh bien, elles investissent. Ça représente a priori 33 000 emplois supplémentaires de créer, alors que dans le même temps, d'après les chiffres, la mondialisation détruirait chaque année 10 à 15 000 emplois. C'est ça le rapport, 33 000 d'un côté, 10-15 000 de l'autre? C'est un petit peu moins, un petit peu moins. Il faut considérer que pour chaque emploi détruit par la délocalisation, il y a 2 emplois qui sont créés en France par un investissement direct étranger. Donc c'est un rapport de 1 à 2. Ce qu'il faut aussi savoir, parce que vous avez raison, on a souvent tendance à associer mondialisation, délocalisation, destruction d'emplois, quelque chose de négatif et de néfaste pour l'économie française. Il faut savoir que l'économie, ça vit. Donc ça crée des emplois et ça supprime des emplois. Ce qui est intéressant, c'est le solde net et surtout ce qui est intéressant, c'est de savoir que seulement 5% des emplois qui sont détruits dans une économie le sont à cause des délocalisations. Bon, et il ne faut pas confondre, c'est un point qui est important. Aussi pour mauvaise gestion, etc. Tout à fait, tout à fait. Au marché qui disparaissent, ou évolution des technologies, remplacement d'un certain nombre de techniques. Comment vous passez le message aux gens, notamment ceux qui se retrouveraient et qui voient que leur boîte s'expatrie ou va se délocaliser ailleurs? D'abord, c'est très douloureux et très délicat de passer ce message-là dans des situations de crise ou dans un bassin d'emploi qui est directement affecté par ces 5%. Ce qu'il est très important de faire, c'est d'anticiper, évidemment, sur ces délocalisations destructrices d'emplois, en formant les gens et en les aidant à se développer et en anticipant ces mouvements-là. Dernière chose, vous avez été donc la patronne d'un des plus grands cabinets d'avocats mondial, c'était à Chicago, vous avez été élue 76e femme la plus puissante au monde, d'après le magazine américain Forbes. C'est pas tous les jours en France qu'on ait une femme qui est décorée comme ça. Quand vous êtes revenu des États-Unis, vous avez été surpris de voir la France, vous l'avez trouvée comment? Frileuse, repliée sur elle-même, inquiète à tort ou au contraire conquérante? Je l'ai trouvée conquérante à certains égards et très peu conforme à l'image que les étrangers se font d'elle. C'est-à-dire que bien souvent, on a tendance, ici à la maison, à se critiquer, à s'auto-flageller, à se dire qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, trop tatillon, trop lent, alors que les étrangers ont souvent de nous une impression qui est beaucoup plus favorable et ont une image de la France qui est bien plus favorable. Bon, et elle n'est pas forcément négative à vous, si on vous entend bien. Alors, on va parler justement des OPA, parce qu'on a vu la mondialisation là, des emplois, du travail, on a vu la mondialisation des marchandises, et il y a la mondialisation des capitaux. Et avec notamment l'OPA Mittal Arcelor, on se dit, bah tiens, c'est marrant de voir que ce sont des Indiens qui veulent acheter le VIAC européen. Il faut se battre contre ça? Alors, vous savez, c'est une opération, vous l'avez dit, qui est une opération de capitaux. Donc, ça va être aux actionnaires de prendre leurs décisions en connaissance de cause et sur la base de l'offre qui est faite. L'État français, il a raison aussi d'indiquer son sentiment et de dire nous avons au fil des années considérablement investi dans la société Arcelor, dans le cadre de la restructuration de la sidérurgie. Nous avons toute une série de salariés français qui sont aujourd'hui les salariés de la société. À ce titre-là, on est curieux de savoir quel est le plan industriel, quelle est la stratégie du groupe qui fait une offre de reprise. Racheter, mais pour quoi faire? Alors, le numéro 1 contre le numéro 2, c'est un combat titanesque sur l'acier. Il y a 27 000 employés concernés chez Arcelor et c'est une guerre à la fois de communication, d'information et bien sûr d'argent vis-à-vis des actionnaires. Enquête d'Éléonore Gay et de Mathias Second.
Usine Arcelor de Gand, en Belgique. Ce jour-là, des journalistes de la presse économique, venus de l'Europe entière, vont visiter le site. Une excursion en pas de charge, car Paul Verstraeten, le patron de l'usine, est un peu pressé. On a 35 minutes. En direct de choses? Ouais. Ces temps-ci, le groupe ouvre largement ses portes à la presse et les visites s'enchaînent. Ce site s'étend sur une superficie de 1000 hectares. La sidérurgie, ce n'est pas un univers très sexy. Mais en une demi-heure, le directeur va tenter de leur montrer qu'ils sont ici sur un site de haute technologie. Et là, vous pouvez voir plusieurs machines de découpe au laser. Et aussi des robots. Il espère que les journalistes écriront de beaux articles, car plus que jamais en ce moment, son groupe a besoin de convaincre l'opinion et ses milliers d'actionnaires qu'il est au mieux de sa forme et qu'il fait le meilleur acier. Et je suis désolé, mais le bus nous attend. Une communication tous azimuts, car depuis plusieurs mois, Arcelor est menacé d'être racheté par son plus gros concurrent. C'est un hasard que ça tombe maintenant. Ils l'ont fait dans d'autres endroits, ils l'ont fait au Brésil. Ils communiquaient peut-être un peu moins auparavant. Maintenant, ils sont un peu poussés à le faire, je pense. Ce jour-là, les journalistes seront même invités à déjeuner. Pendant 2 heures, ils vont pouvoir poser toutes leurs questions, mais en petit comité. J'aurais bien déjeuné dans le calme. Cela fait bientôt 4 mois qu'Arcelor tente ainsi de résister à une OPA hostile. C'est un véritable coup de tonnerre qui dépasse le cadre de la bourse. Un groupe indien Mittal Steel, installé à Rotterdam, s'est attaqué à un géant européen, Arcelor. C'est donc un bras de fer sans précédent qui s'engage dans le secteur de l'acier. OPA, une offre publique d'achat, un combat entre les 2 géants mondiaux de la sidérurgie. Dans le rôle de la proie, Arcelor, une entreprise européenne dirigée par Guy Dolé, un Français de 64 ans. Son prédateur s'appelle Lakshmi Mittal, le patron tout-puissant de Mittal Steel. Il est indien, personne ne le connaît, et cette offre publique d'achat affole les Européens. Il peut y avoir des risques de licenciement et puis de fermeture des sites. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Même les politiques s'interrogent sur la manière de contrer le groupe Mittal. Un Indien à l'assaut d'une industrie européenne, c'est une grande première. Pourquoi cette bataille déclenche-t-elle une telle émotion? Cette OPA est-elle vraiment une surprise? Le siège d'Arcelor, au Luxembourg. C'est ici que nous avons rencontré Guy Dolé, le PDG. Polytechnicien, cet homme a fait toute sa carrière dans l'acier. Sa seule autre passion, c'est le football. Parce que je suis foot, voilà. Alors, il y en a un qui est signé par le Real de Madrid. Je ne sais pas où est celle de Zidane. Parce qu'il y a celle de Zidane là-dessus. Sur le terrain de l'acier, Guy Dolé connaît bien son adversaire, Lakshmi Mittal. Les 2 hommes se croisent plusieurs fois par an. Et l'homme d'affaires indien lui avait même proposé une fusion amicale de leurs 2 entreprises lors d'un dîner le 13 janvier dernier. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et puis, à la fin de l'apéritif, pendant 3 ou 4 minutes, il m'a indiqué que ce serait très intéressant et que ça changerait profondément ce métier de rapprocher nos activités. Il ne m'a pas transmis de plan, il ne m'a pas donné de chiffres. Et moi, je lui ai dit simplement que 2 tiers des fusions échouaient parce qu'il y avait des différences de culture. Et puis c'est tout. Donc je n'ai dit ni oui, ni non. Et puis on est passé à table. Pas la même culture, peut-être. Mais ça n'arrête pas Mittal. 15 jours plus tard, face au refus français, il annonce son OPA hostile par téléphone. Et j'ai eu ce coup de fil alors que je venais terminer mon check-in à Toronto. Le 26 au soir, il était presque 17h heure de Toronto, c'est-à-dire près de 23h heure de Paris, dans lequel il m'a annoncé qu'il allait faire le lendemain matin une offre directe aux actionnaires pour prendre le contrôle d'Arcelor. Et comment vous l'a-t-il formulé? Vous l'avez eu au téléphone directement? C'était un message? Non, comme j'allais enregistrer, il y a eu un coup de téléphone, ça a commencé à parler, ça a coupé, j'ai coupé mon téléphone et j'ai eu ce message sur ma boîte vocale. Un simple coup de fil, à la veille d'un week-end,
La méthode peut paraître expéditive, mais dans le milieu des affaires, elle est somme toute assez classique. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est la personnalité de Lakshmi Mittal. 3 jours après le lancement de son OPA, il apparaît publiquement en France. L'opinion découvre un homme d'affaires qui a construit son groupe seul et le gère aujourd'hui en famille. Une aventure qui dure depuis 30 ans. Avec sa femme, Lakshmi Mittal détient près de 90% des actions du groupe. Et son fils, Aditya, 29 ans, est son directeur financier. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche d'Asie. Fortune personnelle, 25 milliards de dollars. Il pose pour les magazines People et a offert un mariage mémorable à sa fille. En France, en 2004. 5 jours de fête, 1500 invités. Il loue le château de Versailles et invite des stars comme Kylie Minogue. Un faste un peu tape à l'œil qui va lui coûter plus de 50 millions d'euros. Un homme, un style, une entreprise qui n'ont peut-être rien à voir avec Arcelor et qui amusent les Français. Mais l'homme d'affaires est pris plus au sérieux en Angleterre, où il réside depuis 20 ans. Adresse Kensington Gardens. Pas de problème pour Kevin, notre taxi. C'est un endroit super exclusif. Il y a surtout des ambassades et des consulats. Il y a beaucoup de sécurité. C'est un coin vraiment très riche. On a prétendu être invité pour aller voir à quoi ressemblait sa maison. Une maison à 107 millions d'euros. C'est l'une des plus belles et la plus chère de Londres. Évidemment, on s'est fait refouler. Mais voici quelques images tournées à l'intérieur de cette maison. Par une télévision de Singapour. Spectacular. C'est aussi depuis Londres qu'il dirige son entreprise. Il y a installé ses bureaux principaux. On a voulu savoir si les Anglais, eux, le connaissaient bien. Dans le quartier des affaires, à la City. Vous connaissez Lakshmi Mittal? Non. Je connais. Que savez-vous de lui? Il est indien. C'est un mania de l'acier. Faut qu'il achète Arcelor? Oui, pourquoi pas. Oui. Et alors? Quel est le problème si une entreprise de notre pays veut apporter de la valeur à votre économie? Les gens employés resteront français, ils contribueront toujours à l'économie française. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela. Au Financial Times, le journal économique de référence, Lakshmi Mittal a même un fan. Peter Marsh, journaliste, spécialiste des matières premières. Il l'a rencontré pour la première fois en 2000. Il était le 5e producteur d'acier à l'époque. Je racontais ici qu'il apportait un nouveau style de management dans une industrie un peu vieux jeu quand même. Il a racheté des usines dont personne ne voulait. Celles qui ont été privatisées par les anciens gouvernements communistes après l'effondrement de l'URSS. C'est comme ça qu'il a grandi. Bien sûr, ces usines auraient pu être rachetées par d'autres, comme Arcelor, mais eux ne voulaient pas s'engager. Ils ne pensaient pas pouvoir gérer les difficultés. Il y a un truc dans le mental de M. Mittal qui fait que lui, il a pensé qu'il pouvait le faire. Il a été le premier à avoir cette vision. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise qui marche dans ses traces, c'est celle qui est juste derrière lui. C'est Arcelor, la compagnie qu'il veut racheter aujourd'hui. À défaut d'avoir la même culture, les deux groupes ont la même ambition et se partagent vraiment le monde. Arcelor, c'est 32 usines en Europe de l'Ouest, en Amérique du Sud et en Russie. Mittal Steel, 22 sites répartis entre l'Europe de l'Est, le Kazakhstan, l'Afrique, l'Amérique du Nord et depuis peu la Chine. 164 000 salariés chez Mittal contre 96 000 pour Arcelor. Dans cette lutte mondiale, Mittal a déjà gagné des batailles. En Ukraine, par exemple. À l'automne dernier,
il s'y dispute la plus grande aciérie du pays. Le gouvernement vend au plus offrant et organise une vente aux enchères, diffusée à la télévision. À gauche, Arcelor. À droite, Mittal Steel. Les enchères grimpent jusqu'à 4 milliards d'euros. Et ce sont les Indiens qui emportent le marché. La guerre ArcelorMittal, c'est donc une vieille histoire. Mais depuis 3 ans, les appétits s'aiguisent car les cours de l'acier sont au plus haut. Pour ce spécialiste de la finance à Paris, si on parle autant de cette OPA aujourd'hui, c'est parce qu'elle marque un tournant dans l'économie mondiale. La raison pour laquelle cette bataille-là est une bataille essentielle, c'est que même si Mittal n'est pas indien, même s'il est anglais autant que nous sommes français, je veux dire, c'est quand même quelque part dans l'inconscient des gens la première opération hostile du nouveau monde contre l'ancien monde. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va faire jurisprudence. C'est-à-dire que si Mittal réussit ou si Mittal réussissait, on peut s'attendre demain à ce que des groupes chinois, à ce que des groupes indiens, réellement indiens, se sentent pousser des ailes et puissent mener des actions similaires. Dans sa contre-attaque, Arcelor ne doit pas seulement convaincre les journalistes ou les analystes financiers, car en fait, ce sont les actionnaires qui vont arbitrer cette bataille, dans tous les pays où le groupe est présent. Madrid, le siège espagnol de l'entreprise. Gonzalo Urquijo est le numéro 4 d'Arcelor, il en est le directeur financier. Quand Mittal a annoncé son OPA, cela faisait seulement 3 semaines qu'il avait pris ses fonctions. J'ai dit que c'était une expérience unique, mais une expérience dure du point de vue personnel et professionnel. Et comme on va gagner, l'offre de Mittal Steel va échouer, alors ça va être un vrai plaisir à la fin de l'histoire. L'OPA va échouer, il en est persuadé. Mais le sort d'Arcelor n'est pas entre ses mains. Il doit maintenant convaincre les actionnaires de ne pas vendre leurs titres à Mittal. Dans quelques minutes, il a rendez-vous avec eux dans un hôtel de la capitale espagnole. Il aura juste le temps de répéter sa présentation. Est-ce que vous allez essayer de leur expliquer qu'Arcelor est plutôt le gentil et Mittal le méchant selon vous? Non, pas gentil ou méchant. Je vais expliquer les magnifiques résultats et vraiment la valeur d'Arcelor qui est très importante. Mais ce n'est pas question de gentil ou méchant. Ce soir-là, ils sont 200. Ils ne représentent qu'une infime partie du capital. Des milliers de petits porteurs, des États, des fonds de pension. L'actionnariat d'Arcelor est très éparpillé et c'est tout le problème. Ce soir-là, pour les séduire, il y a d'abord le discours. On est en guerre, et comme disait Churchill, la guerre sera longue, difficile, il va y avoir du sang. Et il y a surtout un petit cadeau que Gonzalo Urquijo est très heureux de leur offrir. Arcelor vient de gagner beaucoup d'argent et va leur en redistribuer. Un dividende à la hausse et 5 milliards d'euros rien que pour eux cette année. À l'heure du cocktail, le moins qu'on puisse dire, c'est que les actionnaires de Madrid sont très sensibles à ces arguments. Il a très bien parlé, il a bien défendu l'entreprise. Il a mis en évidence ses succès et sa gestion. Vous êtes tenté de vendre vos actions à Mittal? Je pense que non. Je resterai avec Arcelor. Cette stratégie de défense me paraît brillante, vraiment brillante. Donner de l'argent aux actionnaires, ce n'est pas seulement s'assurer de leur fidélité. C'est aussi faire un pied de nez à Monsieur Mittal. Mittal, finalement, ce qui l'intéresse, c'est de mettre la main sur un groupe qui est extrêmement bien géré, très bien structuré et qui en plus a une caisse extraordinairement bien remplie. Donc la première réponse d'Arcelor, c'est de vider les caisses. C'est-à-dire qu'au pire, si vous venez chez nous, il n'y aura plus rien à prendre, le frigidaire sera vide. Et Mittal, lui, que propose-t-il aux actionnaires d'Arcelor? Nous nous sommes rendus à Rotterdam, là où il a installé son siège social et tenu son assemblée générale, le 9 mai dernier. Mittal, lui, propose un peu d'argent, mais surtout ses actions en échange des titres Arcelor. Mais même si l'OPA réussit,
Mittal et sa famille resteront les patrons tout-puissants du groupe. À Rotterdam, les actionnaires Mittal n'étaient pas très bavards. On peut vous poser quelques questions? Vous ne voulez pas parler de l'Assemblée générale? On n'a pas de commentaires à faire, merci. Vous êtes actionnaire? Le seul qui nous a répondu se pose aussi des questions. Il est le représentant d'une association d'actionnaires néerlandais. Je peux comprendre le sentiment d'Arcelor qui se retrouve face à la famille Mittal et qui craint de perdre tout contrôle si la fusion se fait. On pense que les Mittal ont été de super managers, mais c'est une fusion d'une taille inédite par rapport aux précédentes. Il y a des risques liés à de telles fusions, des différences de culture, et pour faire travailler les équipes ensemble, c'est un vrai défi. Alors la semaine dernière, pour rassurer les actionnaires, Mittal sort un joker. Il a demandé à un homme d'affaires bien connu en France de devenir administrateur de son groupe. François Pinault. Les deux hommes se connaissent déjà, et la dernière fois qu'ils se sont croisés, c'était à Venise, le 29 avril, lors de l'inauguration de la Fondation d'art contemporain du milliardaire français, au Palazzo Grassi. Pour l'occasion, Pinault et Mittal s'affichent dans les pages People de Paris Match. Monsieur Mittal n'en démord pas, il veut Arcelor. Et cela fait plus de 3 mois qu'il répète le même message. Nous croyons que la combinaison des deux entreprises avec Arcelor va créer de la valeur aujourd'hui et aussi pour l'avenir, en prévision de notre expansion mondiale. Mittal n'a pas encore gagné. Mais avec cette OPA, les Européens ont compris que désormais, les pays émergents ont leur mot à dire dans l'économie mondiale. Voilà, retour sur la Tour Eiffel, après ce reportage d'Éléonore Gay et de Mathias Second, avec vous, Hervé Juvin, on vous a déjà vu dans l'émission. Bonjour, vous êtes le président d'Eurogroupe Institute, c'est un cabinet de conseil qui s'adresse aux entreprises et qui fait des études, notamment sur la mondialisation. Vous venez d'en sortir une et vous allez faire un livre d'ailleurs sur ce sujet-là. Cette OPA de Mittal, il faut quoi? Il faut s'y opposer, il faut la contrecarrer, il faut quoi? Il y a quelque chose de très intéressant dans le débat qui s'est noué autour d'ArcelorMittal. Mittal est d'origine indienne et notre première réaction, c'est un Indien qui achète. Et c'est plus choquant que ce soit un Indien. Indien. C'est illégitime parce que c'est un Indien. C'est illégitime parce que c'est une confrontation à la nouvelle richesse. La mondialisation telle qu'elle s'est déroulée au cours des 50 dernières années, elle a quand même été à peu près à sens unique. Ça a consisté pour nous à délocaliser du travail à faible valeur ajoutée, à aller acheter à bas prix des entreprises, des matières premières, des ressources qui nous semblaient utiles un peu partout dans le monde. Et quand on faisait travailler les pays riches, faisait travailler les ouvriers des pays pauvres. Exactement. Bon. Et ça a été formidablement rentable pour nos entreprises. Si les sociétés françaises du CAC 40 ont dégagé 100 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier, c'est en grande partie parce que nous sommes de fabuleux bénéficiaires de cette mondialisation. On a fait fabriquer à très bas prix pour vendre sur des marchés à haute valeur ajoutée. Le résultat, c'est des résultats fabuleux. On l'a vu au début de l'émission. Grâce au transport à bas prix. Au coût pratiquement nul. La mondialisation, c'est ça. Ça a été ça et c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que de nouvelles richesses, de nouveaux capitalismes sont nés en Chine, en Inde, en Corée, partout dans ce monde que l'on disait il n'y a pas si longtemps le tiers-monde. Et il n'y a aucune raison pour que les capitalistes de ces pays ne viennent pas aussi faire leur marché chez nous. Bon, alors pourquoi nous, les Français, on le voit dans tous les sondages, on est plutôt réticents, on a plutôt peur par rapport aux autres pays occidentaux? On est réticent pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans ce jeu-là, ça n'est plus l'État qui gouverne. Or, les Français, l'État a précédé la nation, les Français vivent toujours avec l'image d'un État en surplomb qui peut finalement être l'arbitre et le juge de tout. C'est plus le cours actuel de la mondialisation. Un État protecteur. Tout à fait. Ça n'est plus le cours actuel de la mondialisation. Puis quand même, nous restons très marqués par nos préjugés, nous restons très marqués par cette époque où on faisait son marché dans le reste du monde, mais eux ne venaient pas chez nous. Eh bien les Chinois, eh bien les Indiens vont faire aussi leur marché chez nous. Alors vous dites, c'est intéressant parce que cette espèce de revanche du nouveau monde, colonisé on va dire, ou anciennement colonisé sur l'ancien, économique, etc. Et vous dites, on est aussi un virage, un vrai virage de la mondialisation. On a fini une étape et on va vers une autre étape. La grande difficulté, c'est qu'on prend plusieurs virages en même temps. On prend ce virage,
Une nouvelle richesse se constitue notamment en Asie et elle va venir faire son marché chez nous. On a un autre virage, et l'affaire Mittal-Arcelor en est très illustrative, c'est le retour de l'industrie. Ce qui était rare dans les années 90 ou 2000, c'était la matière grise, c'était le cerveau humain, le capital immatériel. Dorénavant, avec des dizaines de millions d'ingénieurs, d'Internet et tout exactement, avec des millions d'ingénieurs chinois, indiens, de très haut niveau, et qui ont faim, qui ont envie de s'enrichir et qui ont envie de travailler, la matière première intellectuelle devient très diffuse partout dans le monde. Ce qui devient rare, ce sont tous les biens naturels, et on va assister au retour en grâce de l'industrie. Ceux qui travaillent sur des biens réels, ce qui a permis de construire cette tour Eiffel, ça va être rare et ça va valoir très cher. C'est très significatif que la première grande OPA déclenchée par ces nouveaux pays montants sur un acteur français ou européen sur l'acier, ne le soit pas sur de l'immatériel, c'est sur une activité de matière première. Je ne suis pas sûr que ceux qui n'ont pas aimé le cours de la mondialisation récent aiment beaucoup ce qui va venir, parce que nous allons être sur des affrontements nus et violents de puissance. Alors, merci beaucoup Hervé Juvin, on va continuer en allant voir quand même les jeunes, parce qu'on parle beaucoup de mondialisation au niveau des capitaux, au niveau des industries, au niveau des échanges. Il faut voir un petit peu ce qu'il y a dans la tête des jeunes. On a parlé des jeunes d'ailleurs au monde du CPE, mais vous allez voir qu'il y a cette génération Erasmus, cette génération de l'auberge espagnole, qui, elle, vit la mondialisation au quotidien, qui ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, et qui, en tout cas, la pratique au jour le jour. Et donc, c'est un reportage d'Éric Colomer et de Frédéric Capron. Ils sont allés en Irlande, 2 chiffres sur l'Irlande, c'est 4,8% de croissance et c'est 4,3% de chômage. Ça fait rêver et c'est pour beaucoup de Français un Eldorado. Ce matin, c'est le grand jour pour Nadia. Il y a un mois, cette jeune femme de 29 ans a décidé de quitter la France pour chercher du travail en Irlande. Bonjour. Excusez-moi, je cherche le bureau d'enregistrement pour le vol pour Dublin. Pour Nadia, ce départ pour Dublin est celui de l'espoir. D'accord, merci. Une aventure professionnelle sans billet retour. Dans ses bagages, elle a pris toutes ses affaires d'été. De quoi tenir jusqu'à l'automne. Vous partez pour longtemps? Je pense partir pour quelques années, histoire de faire mon expérience professionnelle de l'étranger. Je compte revenir en France voir ma famille soit cet été ou au mois de septembre. Donc je me laisse quelques semaines pour trouver un CDI à Dublin, sachant que j'ai déjà quelques contacts sur place. Donc voilà, c'est un nouveau challenge, une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Donc voilà. Pour réussir son pari, Nadia a quelques atouts en poche. En plus d'un master de commerce international, elle maîtrise plusieurs langues. L'anglais, mais aussi l'allemand, l'italien et l'arabe, sa langue d'origine. De quoi quitter la France sans trop d'appréhension. Au revoir Paris. J'ai hâte, je suis très motivée et j'espère que ça va bien se passer. Ladies and gentlemen, welcome to Dublin. The local time here now is 25 minutes past. 1h30 plus tard, Nadia arrive sur sa terre promise. Dublin est le nouvel Eldorado de l'Europe. Avec 6% de croissance et 4% de chômage seulement, 11 000 Européens immigrent ici tous les mois pour trouver du travail. Ces dernières années, 120 000 Polonais ou 20 000 Français s'y sont installés. En Irlande, la moitié de la population a moins de 30 ans. La capitale irlandaise draine les espoirs de la jeunesse européenne. À peine arrivée, Nadia va s'installer dans la chambre qu'elle a réservée sur Internet. Son loueur l'accompagne. Il est spécialisé dans la location pour les nouveaux arrivants. Et j'avise que nous arrivons. Rien qu'à Dublin, Brandon gère 130 maisons, toutes occupées par des étrangers. Hello. Bonjour. Nouvelle personne pour votre maison, okay. Nadia. D'accord. Bonjour. Nadia va cohabiter avec 4 étudiants, 4 Français en stage pour 3 mois, dans des entreprises irlandaises. Allô, s'il vous plaît. Bonjour. Nouvelle guest ici, Nadia. Bonjour. Ce sont les autres personnes qui sont ici. Ils sont tous français, non, maintenant, dans cette maison? Oui, exactement. Que des français, exactement. C'est le living room. Il y a cable TV, DVD reader, petite cuisine ici, machine à laver. Voici la petite chambre que Nadia va partager avec cette jeune fille pour 130 € la semaine. À Dublin, les prix des loyers ont flambé.
Vous avez la douche électrique, comme s'il y a toujours le... Pour Nadia, cette cohabitation avec des compatriotes est une petite déception. J'aurais aimé quand même travailler avec des internationaux, donc pour avoir plus le climat international, mais je pense que je le retrouverai à Dublin, dans le cadre de mon travail, et donc quand je vais rencontrer d'autres personnes en fait. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour tout et bonne journée. Bienvenue encore. encore. À bientôt. Pour elle, ce petit lit est une solution transitoire. Sa voisine de Chambray, dont le loyer est pris en charge par un programme d'études européen, a l'habitude de voir défiler les chercheurs d'emploi comme Nadia. Ils restent pas très longtemps ici parce que c'est très bien ici pour démarrer, mais c'est un petit peu cher quand même comme système. Donc pour démarrer c'est très bien, mais après ils cherchent un appartement plus fixe. C'est d'ailleurs votre projet, Nadia? Oui, je compte rester quelques semaines, le temps de trouver un CDI à Dublin, et ensuite je compte prendre mon propre appartement. Le lendemain matin, Nadia a rendez-vous dans le centre-ville, dans une agence de recrutement. Grafton est une sorte de foire à l'emploi international. Ici, les candidats polyglottes, qui parlent au moins 2 langues européennes, sont très recherchés. Voici un poste qui intéresse Nadia. Celui-ci correspond approximativement au même poste que j'ai occupé chez Sony, donc gérer les commandes de la zone germanique. Pour le même poste à Paris, je pense que le salaire à Paris est 20% moins élevé. Donc 25-30 € par an, ça fait un salaire à 2000 € net par mois à Dublin. Le poste en question est un CDI dans un grand groupe américain. Le rêve de Nadia. Elle va tester ses chances auprès de Sarah, la directrice de l'agence. Combien de temps ça peut prendre pour décrocher un entretien d'embauche? Combien de temps J'ai l'exemple d'une fille allemande. Elle a eu un entretien la semaine dernière. Et elle a décroché le poste ce matin. Ça va tellement vite que ça peut prendre 3 jours à peine. J'ai déjà 2 propositions pour votre profil et ce serait bien que vous soyez prête. Avez-vous un numéro de sécurité sociale et un compte en banque? Je n'ai pas encore eu le temps, je suis arrivée hier. Il faut juste aller au bureau d'inscription pour payer la taxe pour la couverture sociale. Et puis, ouvrez un compte en banque et tenez-vous prête. Dès son premier rendez-vous, Nadia repart avec 2 perspectives de CDI, 2 opportunités jamais croisées en France. À l'autre bout de la ville, au sud de Dublin, une autre agence a des propositions à lui faire. Laurent est le fondateur d'Approach People, une société spécialisée dans le recrutement des Français. Depuis 6 ans, il a placé 900 candidats dans des groupes internationaux qui s'implantent à Dublin. Ce sont des sociétés qui ont décidé de venir en Irlande pour implanter leur base européenne. L'impôt ici est très faible pour les sociétés. Les bénéfices sont imposés à 12,5%, contre 35 en France, je crois. À peu près, oui, même peut-être un peu plus. Et les charges patronales ne sont que 10,75%. Donc, ce qui fait qu'ici, employer quelqu'un, c'est vraiment, ça coûte beaucoup moins cher que dans notre pays, par exemple. Et surtout, gagner de l'argent, c'est beaucoup moins imposé. Donc, les sociétés, le calcul est rapide, viennent en Irlande. Dell, par exemple, le numéro 1 mondial de l'informatique, un client où Laurent a placé une 50aine de Français. Voilà, donc Dell, un de nos clients principaux qui cherche des ingénieurs dans l'informatique, qui s'est installé là depuis quelques années. Et ce sont leurs nouveaux bureaux qui viennent de s'installer il y a quelques mois. Toutes les nationalités européennes sont regroupées ici. C'est un choix qu'ils ont fait mondialement pour l'Europe, c'est de s'installer en Irlande et regrouper là toutes leurs activités de vente, de support informatique, de recherche et de production. Dans le quartier de Blackrock, au bord de la mer, Laurent vient d'installer sa société dans des locaux flambant neufs. Donc là, voilà la French Connection. Voilà, donc toutes ces personnes sont chez Approach People depuis quelques mois, quelques années. C'est l'équipe de recruteurs. Sur ce plateau, une dizaine de recruteurs reçoivent 200 candidatures par semaine. Ils ont le temps de tout corriger. Ils souhaiteraient planifier l'entretien demain à 14 h. C'est bon pour vous? Leurs clients sont pressés et la concurrence est rude. Thank you very much. À Dublin, plus de 400 agences recherchent des candidats. Pour les recruteurs, il faut très vite trouver le bon profil pour les postes à pourvoir. Ce sont des postes qui sont assez urgents. C'est tous les postes qu'on a aujourd'hui ouverts, mais qui doivent être pourvus dans les jours à venir. Donc c'est vraiment les priorités. Ce sont des postes dans les domaines de la vente, de la finance, de l'informatique.
qui sont rémunérés de 20 000 euros à peu près à 60 000 euros plus bonus. C'est assez large. Et ce sont des demandes de profil expérimenté ou il y a toutes les expériences qui sont Vraiment, demandées? tout est possible ici. C'est-à-dire qu'on peut être junior avec ou sans diplôme et senior avec une famille. Vraiment, tout est possible. Ce sont des postes du plus bas niveau au plus haut niveau. En Irlande, il y a tout. Aujourd'hui, Approche People a réussi à placer un candidat. Patrice est un jeune diplômé de 25 ans, arrivé comme Nadia 2 jours plus tôt à Dublin. Bon, bah ça peut être sympa comme appartement. Il vient de décrocher son premier contrat. Agent de réservation chez Hertz, pour le marché français. On m'a beaucoup parlé de possibilité de trouver un emploi facilement en Irlande, mais là ça fait quand même très rapide, ouais, c'est sûr. Surtout que moi ça fait 2 ans, près de 2 ans que je cherche un emploi en France. Donc moi j'allais être déconvenu ou déconvenu, puis vous savez au bout d'un moment quand on a des entretiens qu'on finit pour vous dire non, vous êtes trop ceci ou pas c'est cela, enfin, on se remet un peu en doute, c'est un peu inquiétant. Et le contrat, c'est quoi alors? C'est un CDD de 6 mois qui fera office de période d'essai en fait, pour un CDI à suivre. Bonjour Nadia. Bonjour, Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. On va s'installer? D'accord. Cet après-midi, Nadia a aussi rendez-vous avec une recruteuse d'Approche People. Je vais me mettre à l'aise. Dans 15 minutes, elle va avoir un entretien avec le siège européen de Symantec, le leader mondial des antivirus informatiques. Vous parlez français, vous parlez allemand, vous parlez anglais, rementionnez-leur au niveau de l'entretien, d'accord? Ce sont des choses qui les intéressent car Symantec a des clients un petit peu partout en Europe et vous serez susceptible de vous occuper de clients à la fois francophones, anglophones et germanophones. D'accord. Vous avez votre portable qui est bien chargé ou vous avez bien de le brancher? Au téléphone, l'employeur va se faire passer pour un client mécontent du produit ou du service vendu par Symantec. Nadia va devoir improviser. Assez inhabituel un entretien téléphonique sur un mobile. Oui, c'est la première fois. Donc j'appréhende un peu, mais je vais faire mon maximum. L'entretien va durer une demi-heure environ. Nadia speaking? Oui, c'est moi-même. Bonjour. D'accord. L'interview se fera en anglais ou en allemand? D'accord, c'est parfait. Je vous écoute, on peut commencer. Le profil de Nadia, vous le qualifieriez comment? Il est très bon le profil de Nadia parce qu'elle a une expérience d'1 an et demi en tant qu'assistante commerciale donc dans une grande entreprise en France, chez Sony. Elle a déjà travaillé dans un environnement international avec son français, son anglais, son allemand. Elle a un excellent profil pour l'Irlande. Je pense qu'elle va trouver très très rapidement. Des Français comme Nadia qui sont venus chercher une expérience professionnelle en Irlande, on en trouve partout dans la ville. Au nord, dans les quartiers qui se construisent pour accueillir le flot des immigrés, une Française vient d'aménager dans sa nouvelle maison. Cette semaine, son frère et sa petite famille sont venus lui rendre visite. Il y a 5 ans, Hélène a débarqué à Dublin pour apprendre l'anglais. Après un stage d'1 an chez Approche People, elle avait prévu de retourner en France. Moi, dans ma tête, il me fallait rester 1 an pour justement pouvoir améliorer l'anglais, avoir une expérience concrète dans un pays à l'étranger que je puisse revendre en France. Bon, il s'est fait que j'ai pas eu, pour l'instant, besoin de le revendre en France, mais c'est vrai que c'était une super première expérience. Et il y a une époque où quasiment tous les matins, je me réveillais en me disant, bon allez, encore 1 an. Et puis bon, pour l'instant, ça fait bientôt 5, quoi. Donc, Et vous vous réveillez toujours avec cette idée? j'y pense même plus. Aujourd'hui, Hélène travaille chez Google, le leader mondial des moteurs de recherche sur Internet. Elle y recrute des Français, mais aussi des Anglais, des Allemands et des Italiens. Vous allez voir, c'est plein de couleurs, c'est jeune, c'est sympa. Une moyenne d'âge de 28 ans et une ambiance plutôt décontractée. Comme la pose fauteuil massage, par exemple. Quelle est votre nationalité? Je suis portugaise. Et vous parlez français? Oui, je me débrouille. Et l'anglais aussi, j'imagine? Oui. Évidemment. Vous travaillez ou vous détendez là? Je travaille. Voici le plateau où travaille Hélène. Un service interne à Google, une 50aine de recruteurs qui se consacrent à la recherche de candidats de tous les horizons. Quelle nationalité ici? Oh, bah vraiment de tout. En fait, on gère, à partir de Dublin, on gère vraiment tout le marché européen. Donc, différents pays, donc différentes langues, je dirais,
entre 17 et 18 langues. C'est une grosse équipe. On recrute énormément en ce moment. On grandit assez vite. Depuis son installation à Dublin en 2004, Google embauche à tour de bras. 700 personnes ont déjà été recrutées. Drapeau irlandais, Dublin, pour ne pas oublier où on est. 600 le seront dans les 2 ans qui viennent. Pour attirer tous ces étrangers, Google offre à ses salariés des conditions de travail étonnantes. Des salles de jeu, des friandises et des boissons à volonté, une cantine gratuite et toute une série d'avantages à l'embauche. Lorsque c'est positif et qu'on veut que la personne vienne nous rejoindre et rejoindre l'équipe, on va les aider donc à nouveau avec les billets d'avion, mais également à s'installer ici, à donner des bons conseils pour trouver un logement, comment ouvrir un compte en banque, comment s'immatriculer donc pour tout ce qui est sécurité sociale, etc. également. À Dublin, on trouve très vite du travail et on ne reste pas seul très longtemps. Les journées se terminent toujours dans un pub et comme dans les entreprises, on s'y mélange facilement. Ce soir, Approche People a réuni quelques Français dans un lieu branché de la ville. C'est l'association des amis d'Approche People, là? Oui, tout à fait, oui. L'association des amis, on peut appeler ça comme ça. Vous leur avez tous trouvé à un moment ou l'autre un boulot, ou en tout cas quand ils sont arrivés à Dublin? Tous ici, oui. Oui, presque, à part Nadia, ici, qui est bientôt, on va dire. Il y a quelques mois ou plusieurs années, tous ces jeunes gens ont trouvé rapidement un emploi dans la finance, la comptabilité ou la vente. Ce soir, Nadia découvre cette auberge irlandaise, celle de la génération Europe. J'étais ouverte dans tous les pays européens, donc Londres ou Amsterdam, ou enfin peu importe. Et j'ai juste mis mon CV sur Internet en précisant que j'étais ouverte pour pouvoir bouger partout en Europe. Et donc du coup, j'ai trouvé là où il y a le plus d'opportunités, c'était à Dublin. C'est la mondialisation, c'est comme ça. Maintenant, en fait, on avait une échelle sur le pays et maintenant c'est une échelle au niveau du monde, c'est au niveau mondial. Donc vous aurez, faut plus penser petit, il faut penser grand. Donc apprenez l'anglais, apprenez des langues. À partir du moment où on apprend des langues, on arrivera à les caser n'importe où. C'est rassurant tout ça, Nadia? Oui, c'est motivant de voir qu'il y a d'autres Français qui ont tenté l'aventure aussi, qui ont trouvé du travail très facilement, qui se sont fait de nouveaux amis à Dublin. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise. Pas d'ombre au tableau, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ces nouveaux immigrés, tous bardés de diplômes, sont ceux de la matière grise. Voilà, retour à Paris, loin de l'Irlande, après ce reportage d'Éric Colomer et de Frédéric Capron. Avec vous, Bernard Carion, vous êêtes député, mais vous sortez surtout ce livre sur le patriotisme économique. Alors on va en parler de ce patriotisme économique, parce que vous brandissez le drapeau français, vous allez nous expliquer. Européen également. Et européen. On nous a toujours dit que le monde maintenant c'était le libéralisme économique. Le libéralisme économique, ça veut dire que voilà, c'est les lois du marché qui décident de ce qui se passe. Et vous dites que c'est pas tout à fait ça alors. Mais ça, c'est ce que les théoriciens racontent, les théoriciens de l'économie de marché. La réalité est totalement différente. C'est vrai que pour des produits comme le yaourt, pour l'eau minérale, pour les vêtements, etc., on est dans les règles du marché traditionnel. Bon. Mais pour ce qui concerne les marchés de la défense, des technologies de l'information, de la communication, de la sécurité, de l'énergie, de la pharmacie, on est dans un tout autre monde. C'est le monde de la guerre économique. Et c'est un monde où tous les coûts sont permis, où les distorsions de concurrence constituent la règle. Regardez l'énergie. On fait la guerre pour le pétrole. On fait des révolutions de palais lorsqu'il s'agit de maîtriser des gazoducs. Et vous dites que dans ces domaines-là, qu'il faudrait définir, l'État a son mot à dire, a son rôle à jouer. C'est ça, le patriotisme économique, c'est ça. Absolument. Ce sont les marchés stratégiques, c'est-à-dire des marchés qui, en plus de la valeur ajoutée, en plus de la technologie, créent aussi de la puissance et de l'influence. Et dans le fond, nous sommes un peu les seuls dans le monde à n'avoir pas pris conscience de ces enjeux. Aux États-Unis, les secteurs stratégiques sont protégés de manière extraordinairement sophistiquée. C'est le cas également en Chine, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre. En Angleterre, les grands pays du monde du libéralisme, tous se protègent, tous, plus que nous. Et surtout,
le pays qui est le modèle du libéralisme, c'est-à-dire les États-Unis. Ils ont créé depuis 30 ans toute une série d'institutions. C'est quoi? C'est des barrières douanières? Non, c'est du protectionnisme. Il y a eu un cas assez récent. 2 mois après les attentats du 11 septembre, les Américains ont élaboré et fait appliquer le plan le plus protectionniste de l'acier de toute leur histoire. 2 mois après les attentats du 11 septembre. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi un comité de surveillance des investissements étrangers qui s'appelle le CFIUS, qui peut refuser tout investissement étranger aux États-Unis s'il n'est pas conforme aux intérêts de sécurité nationale américains. Ça, c'est vaste. Ça englobe plein de choses. D'autant plus que cette notion n'est pas définie en droit. Et que la jurisprudence est secrète. C'est en ce sens-là que dans votre livre, vous dites on est naïf. Je dis que face à la guerre économique, il faut fédérer nos énergies, qu'elles soient issues du secteur public ou qu'elles soient issues du secteur privé. Il faut construire en Europe des alliances à géométrie variable, les alliances de nos intérêts, et pas les alliances qui sont en quelque sorte le reflet des intérêts des autres. Alors ça c'est pour l'État, c'est une espèce de correction qu'il faudrait mettre à la mondialisation, et pour le reste la mondialisation, vous dites ça reste une chance, et c'est pas forcément un handicap. Je crois que la France et l'Europe peuvent tenir un discours très original sur la mondialisation, qui consisterait à dire dotons-nous des mêmes outils que les autres, c'est-à-dire luttons à armes égales. Il ne faut pas qu'il y ait dans le commerce international de dopage, comme on le refuse dans le sport. Deuxièmement, il faut promouvoir la transparence contre l'opacité sur les marchés financiers et dans les systèmes commerciaux. Et troisièmement, il faut faire prévaloir la force du droit contre le droit de la force. Voilà 3 règles qui pourraient ordonner en quelque sorte une véritable diplomatie économique. Mais le patriotisme économique que vous défendez, est-ce que c'est pas aussi une forme de peur? C'est ce que dit Michel Rocard dans un texte qu'il a publié dans Le Monde, où il dit ça, où il dit ce sont des réflexes de peur, c'est une France bloquée qui se fige parce qu'elle a peur par rapport à ces règles-là. En juillet 2005, Greg Stapleton, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, disait le patriotisme économique, c'est très bien, nous avons ça et nous cultivons cela également chez nous. Bon, c'est pas de la peur alors. Est-ce que les Américains ont peur? Ils n'ont pas peur. Simplement, ils ont conscience de leurs intérêts stratégiques, ils savent les défendre, ils savent accompagner leurs entreprises avec des outils publics sur les marchés mondiaux, ils montent des alliances qui sont conformes à leurs intérêts. Le patriotisme économique, dans le fond, c'est une politique de protection et de mobilisation de nos énergies. Et ça, c'est valable pour justement les opéras, l'État doit intervenir, pour Mittal Arcelor, pour ce mariage en urgence de Gaz de France avec Suez pour lutter contre Enel, l'Italien qui voulait les racheter, qui va peut-être les racheter d'ailleurs. Ça, c'est des bonnes choses. Le principe, c'est de lutter à armes égales. Arcelor est opéable. Mittal, aujourd'hui, ne l'est pas, parce que son capital est totalement verrouillé par une famille. Est-ce que c'est du libéralisme, ça? Qu'une entreprise puisse lancer une OPA hostile à partir du moment... Mais le marché n'exclut pas la morale. Et justement, je crois qu'il faut qu'il y ait dans le monde des affaires et dans l'analyse que nous faisons de la mondialisation, le retour du politique, parce que le politique est seul capable de faire la synthèse des besoins collectifs. On va dire que c'est une vision gaulliste de la mondialisation, alors, c'est ça? C'est une vision réaliste et inspirée des meilleures méthodes anglo-saxonnes. Bon, merci en tout cas, merci d'être venu ici répondre à nos questions. On arrive au terme de l'émission. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est cette mondialisation, avec les peurs qu'elle suscite et puis les espoirs aussi par ailleurs. Je rappelle votre livre, ça s'appelle donc Patriotisme économique, de la guerre à la paix économique. Il y a quand même la paix dans votre histoire. Et puis 2 autres livres qui n'ont pas forcément de grand rapport, mais qui traitent à leur façon de la mondialisation. Il y a ce livre dont on a beaucoup parlé d'Éric Orsena sur Voyage au pays du coton, et c'est à travers cette plante, à travers le coton, que Éric Orsena essaye de nous faire comprendre comment ça fonctionne. Et puis cet autre livre de Claude Allègre et de Denis Jambard qui sont associés pour décrire le défi du monde, et bien sûr il y est question aussi de mondialisation. Voilà, je vous remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, Jean-Bernard Schmitt, Philippe Pécoul, Philippe Lallemand qui l'a réalisé. Remercier aussi CMA, CGE, la compagnie maritime qui nous a gentiment accueillis sur ses cargos, la Tour Eiffel qui nous a très gracieusement accueillis sur sa tour, et ça devient de plus en plus rare par les temps qui courent. Vous dire que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, ainsi que sur TV5 Monde, à dans 15 jours.